On va démarrer tout de suite, comme ça on va finir à peu près à l'heure. Donc avec Ibrahim Rani de la marque Serge Blanco. Et donc l'intitulé Parcours d'achat client, comment lutter contre la rupture en magasin et permettre du chiffre d'affaires additionnel avec un focus donc sur les tablettes vendeurs. Bonjour à tous. Alors je vais aller très vite puisqu'on est un petit peu en retard et on se réserve un peu de temps pour les questions. Et on va pas parler que de tablettes vendeurs, on va aussi parler un petit peu de ship from store, c'est-à-dire l'opération par nos magasins d'expédition de commandes internet, puisque c'est un peu ce qui nous a permis ensuite de déployer assez rapidement nos tablettes vendeurs via une plateforme de gestion des expéditions, des commandes omnicanal. Je fais rapidement un retour sur la marque, de quelle marque on parle aujourd'hui, Serge Blanco. Certains connaissent, d'autres pas du tout. Certains connaissent l'homme, le joueur, d'autres pas du tout. Et si on parle de notoriété ou en tout cas de positionnement, on s'est un petit peu éloigné de l'image très très rugby, en conservant l'ADN hein, bien sûr, mais aujourd'hui, et je vais vous le montrer, les collections sont assez loin de ce qu'elles pouvaient être il y a 25 ans. Très rapidement sur quelques chiffres, 75 boutiques exclusives, une trentaine de boutiques succursales et le reste de magasins franchisés et donc c'est un fait assez important puisque en termes d'omnicanal c'est souvent un point bloquant. Dupliquer nos process et nos projets dans nos succursales chez nos franchisés c'est jamais facile. Plus de 300 multimarques, 400 maroquiniers et des magasins, enfin des flagships concept. Vous en avez une boutique à Opéra et une boutique à Toulouse, puisque c'est une marque toulousaine. Donc ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, la collection Blanco, elle a bien changé. On est sur une collection qui a pour vocation d'habiller l'homme moderne, l'homme qui prend plaisir à s'habiller, avec des coupes innovantes, une matière légère, confortable. Et donc, on est loin de ce que vous pouvez... On est d'accord que si vous pensez à Blanco, on n'est pas sur ce genre de collection. Cette collection, elle a été tournée, enfin cette campagne a été tournée à Tokyo, puisque la collection est d'inspiration japonaise. SergeBlanco.com en quelques chiffres, c'est 3 millions de chiffre d'affaires. On vise les 4 cette année. On est sur un rythme d'1 million de croissance par an. 60% de croissance de trafic, 10 millions de pages vues et environ 1000 références par saison. Et aujourd'hui, le point de départ de toute notre stratégie omnicanal et de lutte contre la rupture, c'est des campagnes d'acquisition ultra concluante et un chiffre d'affaires assez stable. On est très rapidement venu sur les conséquences de la rupture. On avait un stock disséminé dans le réseau, un stock web assez faible, dans lequel les magasins en fin de saison pouvaient venir taper, des opérations de collab ou de capsules. On essayait d'exciter un peu nos clients, générer du trafic et au final les faire tomber sur une fiche produit où il y avait assez peu de stock. Et donc, au final, on va passer très vite là-dessus. On est parti d'un constat que vous connaissez tous. Beaucoup de clients changent d'enseigne en cas de rupture de stock. Ça marche beaucoup mieux comme ça. 65% abandonnent leur panier si l'un des articles qu'ils souhaitent n'est pas disponible. Et 73% considèrent l'indisponibilité produit comme leur principale frustration. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est que si l'article souhaité par un client web se trouve dans un magasin, il faut à tout prix mettre en face de cette intention d'achat le bon stock au bon moment et trouver une solution pour le faire expédier le plus rapidement possible. Puisque, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on connaît tous l'intensité concurrentielle et la complexité pour le retail aujourd'hui de faire de la perf. Et donc, il n'y a rien de plus frustrant pour une enseigne, et d'ailleurs pour un client, d'avoir son produit qui existe quelque part et de ne pas pouvoir faire matcher ce produit avec l'intention d'achat. Aujourd'hui, un client qui souhaite commander en ligne se rend sur notre site. Hier, il pouvait souhaiter mettre un produit en panier, il pouvait le vouloir réellement parce qu'on avait investi dans des campagnes d'acquise
assez importante. Aujourd'hui, on compile l'intégralité du stock réseau plus entrepôt, on mutualise ces stocks, et où que se trouve le produit dans le réseau, on va le mettre en ligne. Le client va mettre son produit en panier, c'est totalement transparent pour lui, finaliser sa commande, et cette commande va tomber dans un de nos magasins via un algo assez simple. L'algo scanne le stock de l'entrepôt. S'il ne trouve pas l'article, il va scanner les magasins. Les magasins ont la possibilité de refuser la commande. Elle est ensuite réaffectée à un autre magasin. Et je vais vous le montrer sur la slide suivante. À ce moment-là, le vendeur se connecte sur sa plateforme. Il est notifié de la commande. Il prépare son article. On est venu optimiser ces process puisqu'on avait pas mal d'erreurs de préparation de commande, des inversions d'articles, etc. Donc aujourd'hui, le vendeur est obligé de scanner à la douchette son article. Il prépare son colis. On a négocié une ramasse quotidienne avec Chronopost. Et donc le transporteur passe tous les jours dans nos magasins. Et le colis arrive tout gentiment chez notre client. Aujourd'hui, donc on a déployé cette solution en 2016. Les effets sont assez hallucinants. Pour une marque comme la nôtre, avec un petit réseau, un stock qui n'est pas colossal, beaucoup de ruptures, le chiffre a explosé dès qu'on a branché OneStock, mais littéralement, on a eu du mal un petit peu à gérer la solution. D'ailleurs, on est parti sur une solution maison à la base. C'est moi qui me suis retrouvé à imprimer des milliers d'étiquettes de transport, à envoyer au magasin, etc. C'était un peu compliqué. Ensuite, on s'est rapproché d'un partenaire qui s'appelle OneStock, qui nous a beaucoup aidé. Donc forcément, on a fait exploser le nombre de références en ligne, puisque des références qui n'étaient plus stockées dans notre entrepôt se trouvaient forcément dans nos magasins, donc on a réactivé les fiches produits. 60%, donc ça c'est énorme, 60% des deuxième moitié de l'année 2016, 60% des commandes e-commerce étaient expédiées par nos magasins. Donc là, c'est du pur incrémental. Ce chiffre-là, on ne serait pas allé le chercher sans notre stock magasin. Et bien sûr, la directrice réseau qui est devenue ma meilleure amie, puisque ces taux de retour en fin de saison ont dégringolé, forcément, puisqu'on l'a aidé à vider ses magasins. Et les vendeurs me détestaient puisqu'on n'a pas réussi à incentiver, enfin pas incentiver, mais en tout cas faire retomber le chiffre dans leur magasin. C'était beaucoup trop compliqué puisque l'encaissement se faisait sur le site et on aurait dû passer par des systèmes de rétrocession et c'était un peu complexe, mais je vais vous expliquer avec la tablette vendeur comment on a réussi à les motiver. Donc comme je vous l'ai dit, plus 187% de CA online, donc c'est énorme, c'est grâce à ça qu'on a déverrouillé les perfs, puisqu'au final, on vient flirter avec le vrai potentiel de la marque, puisque le produit se trouve forcément quelque part. Et en 2017, on a voulu renverser la réflexion, et se dire on a réussi à éradiquer la rupture à l'échelle de notre marque, et on va basculer cette réflexion en magasin, comment essayer de lutter contre la rupture en magasin. Maintenant qu'on a la possibilité de faire opérer par nos magasins n'importe quelle expédition de commande multicanal. Donc le constat, il était assez simple aussi, mais très intéressant. Et Emmanuel qui est là, qui a déployé les tablettes en magasin. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont un réseau physique de boutiques. Il y a un constat assez intéressant. Les équipes magasins sont tellement formées, et c'est leur obsession, à la transformation du trafic en magasin, qu'elle n'est quasiment plus capable de reconnaître la rupture. Et c'est quand nous, on s'est rendu dans plusieurs de nos magasins pendant des heures à observer le comportement de nos clients. Aujourd'hui, on a un client qui rentre avec son smartphone comme ça pointé vers le vendeur en lui expliquant qu'il veut cet article. Le vendeur naturellement va lui dire écoutez, on n'a plus cette taille, mais on a ce produit, on a celui-ci qui pourrait vous convenir, celui-ci va plaire à votre fils. Et en fait, ne se rend pas compte que dans cette logique-là du parcours client, on va naturellement s'éloigner du produit qu'il souhaite à la base et créer potentiellement une toute petite frustration. Aujourd'hui, on est complètement sorti de ce système-là. Je vends au client le produit qu'il veut spontanément. Je sors ma tablette, je scanne l'article, je vais le trouver dans le réseau et je l'expédie chez lui. Mais on va y revenir tout à l'heure. Dans la plupart des cas, le stock existe quelque part, donc ça c'est super intéressant. Il reste forcément une pièce, à part en fin de saison, il reste forcément une pièce dans un de nos magasins, et ça c'est un peu le grand principe de ce projet-là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le bon stock en face de l'intention d'achat et l'urgence d'un parcours d'achat sans couture. Et c'est pour ça qu'on est parti sur un iPod avec un TPE intégré, et je vais vous en parler tout à l'heure. Et la nécessité d'exploiter le vrai potentiel de nos points de vente. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des magasins qui souffrent pour certains, c'est compliqué. Le trafic aujourd'hui en semaine, donc on a des pics bien sûr mercredi après, vendredi soir, samedi, mais la semaine c'est un peu compliqué. Et donc on est obligé de transformer 100% de nos clients. Oui, donc
On est parti, on a fait un petit tour d'horizon du marché. On a choisi un petit partenaire qui s'appelle Octipass, donc qui équipe quand même, qui équipait The Couples, qui équipe Cellio, 400 magasins. C'est un petit acteur, mais solide, en tout cas, qui a des équipes humaines avec qui le feeling est dessus de passer, et l'investissement aussi, et on prend vachement de plaisir à travailler avec eux. Et donc on est parti sur un iPod attaché à une coque et qui ensuite embarque un TPE, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans une logique de parcours d'achat sans couture, il était impensable pour nous de dire aux clients, on met votre produit en panier, maintenant suivez-nous, on va passer en caisse et on va envoyer la transaction pour encaissement en caisse. On a voulu un parcours fluide, un peu de clienteling aussi, bien sûr. Je qualifie mon client, je rattache la vente, je tourne le panier, j'encaisse et c'est livré chez vous. Il y a la possibilité de faire du panier mixte. Ça, c'est assez dingue, puisque le client peut à la fois avoir dans son panier un produit qui est physiquement présent dans le magasin et un produit qui sera expédié chez lui. Je repars avec la moitié de ma commande dans mon sac et je me fais livrer le reste. Et bien sûr, il encaisse l'intégralité de la commande, et cette commande, et là c'est le bonheur des magasins, tombe dans la caisse du magasin et dans son chiffre et dans ses perfs. Et donc forcément, naturellement, on a des équipes qui sont vachement engagées dans le projet et qui ont adhéré de suite, qui ont pris en main le device très rapidement. Et on va venir exploiter toutes les fonctionnalités. Le champ des possibles est assez impressionnant avec ce genre de device. On va essayer d'exploiter le full potentiel du clienteling, de l'inventoring, du merchandising, de l'e-learning. On va essayer d'aller très loin là-dessus. Donc, comme je vous l'ai dit, une prise en main rapide. 10% de CA additionnel si vous avez des questions sur le détail des perfs par magasin, pourquoi on a des disparités comme ça. Mais on est dès le premier mois allé chercher 10% de CA additionnel, je crois, sur certains de nos magasins. Donc faites la somme de 10% de CA sur quelques magasins, 75 boutiques à l'année. Le PDG, il adore ce genre de projet. Et une collecte de données clients accélérée et plus fiable, puisqu'on a le client qui est en face de nous. On collecte la donnée avec lui. On collecte son consentement avec lui. Avec l'arrivée du RGPD, c'est mieux. Et des fonctionnalités, comme je vous l'ai dit, d'inventaire et de learning qui arrivent rapidement. Et bien sûr, il y a des problématiques que vous connaissez, qui sont organisationnelles, humaines. On a des problématiques aussi de coûts liés au transport, puisqu'on a potentiellement des commandes qui peuvent partir de 3 points de vente, donc 3 fois les frais de port à assumer. Mais pour nous, la question ne se pose pas. On préfère opérer l'expédition et satisfaire le client plutôt que refuser l'expédition si le produit existe quelque part. Mais voilà, on passe en revue tout ce projet qui est passionnant. Désolé d'aller vite, mais on est un peu pressé. Je laisse un peu de temps aux questions si vous en avez. Merci pour ce partage. Oui, c'est bon. Merci pour ce partage. Je vais quand même me présenter. Je travaille pour Pimki. Donc on a également un réseau de magasins. On commence également à mettre en place ce qu'on appelle le store to web, donc la commande en magasin. Comment, dans 98% des cas, ça se passe bien, mais comment vous gérez quand l'article au final ne s'expédie pas à la commande alors qu'elle l'a déjà payé? Alors, en effet, il y a deux situations dans cette question. Il arrive assez souvent, bien sûr, que le process suive deux étapes. C'est des déclarations d'indisponibilité du produit à la chaîne. Plusieurs magasins ont déclaré le produit indisponible, il est réservé, il est détérioré, jusqu'à ce qu'on trouve le magasin. Heureusement. Par contre, en fin de saison, il arrive qu'on ne trouve pas le magasin, surtout qu'on fait un encaissement de la transaction instantanée. On ne déporte pas l'encaissement au moment de l'expédition. Et donc là, c'est vrai on se retrouve souvent à avoir une toute petite partie de nos commandes jour qui font l'objet d'un manquant définitif, où là, on va instantanément créer un avoir pour le client, lui donner la possibilité d'opter pour le remboursement, et on met nos équipes relations clients à fond sur ce sujet pour éviter cette frustration-là, mais ça arrive, en effet. Mais en fin de saison. Ok, merci.
bonjour. Société Cultura, Romain Périssé. Moi, je voulais savoir au niveau de la conduite au changement par rapport en boutique, au fait de finalement de faire expédier aux collaborateurs, alors que c'était pas forcément. Oui. Ils avaient une logistique de réception, mais pas d'expédition, j'imagine. C'est-à-dire ils réceptionnaient oui, les exactement, colis, mais bien sûr. ils n'avaient pas la Exactement. logique d'expédition. Exactement. Ça a été le moyen pour nous de faire comprendre à nos magasins que leur métier change, que l'omnicanal est une réalité qu'il faut accepter, sans quoi on risque de disparaître, que le magasin de demain sera aussi un petit entrepôt qui réceptionne et qui expédie, que cette logique-là, elle vient servir la stratégie globale de la marque. Mais c'est vrai que ça a été très dur. Là, c'est du blabla, ce que je viens de vous dire, mais c'est important, mais c'est du blabla. Concrètement, il faut dealer avec des équipes magasins qui ont du mal à adhérer à ce projet-là. Ça a été le rôle de la directrice réseau qui comprend ces enjeux-là et qui a quotidiennement sensibilisé les magasins à ces sujets-là. Beaucoup de formation, beaucoup de disponibilité aussi des équipes. On a staffé nos équipes pour être entièrement disponibles sur ces sujets-là. On a fait énormément de formation et surtout, très très important, on a conçu ce projet de telle sorte que la tâche expédition commande d'e-commerce soit la plus fluide possible et la plus rapide possible. Quand je vous ai expliqué, affiché le parcours d'un vendeur lors de l'expédition d'une commande e-commerce, c'est véridique, c'est 3 clics. C'est-à-dire que j'ouvre ma commande, j'imprime l'étiquette, enfin je scanne le produit, j'imprime l'étiquette de transport, l'étiquette de retour, je ferme et je pose. Et le transporteur passe. Mais pour être honnête, on a eu une période où le responsable magasin allait à la poste, déposer le colis, etc. Puisqu'on est dans une logique de test and learn, de business first. Notre direction, elle est plutôt... elle a très envie qu'on aille vite et qu'on essaie des choses plutôt que de se dire on va déployer le ship from store après avoir négocié avec un transporteur. On a subi un petit peu pendant quelques mois, mais pour un business assez dingue. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Pour être sûr de bien comprendre, vous avez dit que vous utilisez 2 solutions, oui. Octipass pour la prise de commande et OneStock d'Evatix pour l'administration, enfin l'order management system. Exactement. Okay. Et donc on a fonctionné en 2 temps. On a d'abord permis via OneStock à nos magasins d'expédier de la commande omnicanal. Et dans un deuxième temps, d'ailleurs du coup sur le site internet. Exactement. Et ensuite on s'est dit mais attendez, OneStock ça va nous permettre de faire énormément de choses puisque via OneStock on a permis à nos magasins d'expédier les commandes tablettes d'autres magasins qui étaient injectés dans OneStock. Grâce à OneStock, on va faire de la marketplace très facilement, puisque la marketplace va pouvoir piocher dans le stock de tous nos magasins du stock existant. La commande marketplace VP, La Redoute, Zalando va tomber dans nos magasins et de façon transparente, le magasin va expédier la commande. Donc c'est vraiment l'ouverture à une potentialité assez dingue. Mais on affine par contre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait beaucoup de cas magasins où parce que vous connaissez tous le rush d'un samedi, on a un flux magasin qui est énorme, on a 30 commandes à préparer, une petite inversion, je mets 2 chaussures, j'ai oublié l'antivol. La distance entre le magasin et le client final web, elle est énorme, ils sont un peu loin de tout ça, mais quand on est client e-commerce, qu'on a passé sa commande et qu'on a le produit avec l'antivol, on peut facilement péter un câble. Et donc justement, on essaie d'affiner ce process, on fait scanner à la douchette, on rend l'étiquette de transport imprimable que si le produit match avec le SKU demandé, enfin le GEN-code. Donc on avance là-dessus. Voilà. Dernière question. Toute dernière, mais rapidement, parce qu'il faut qu'on... Plus maintenant, ça c'était la première année. Après, on n'est pas des fous, on a revu nos achats et nos allocations parce que les magasins là, ils auraient pété un câble, je pense. Non, là on est plutôt à 90-10 tout au long de l'année. On a gonflé nos commandes e-commerce, nos achats e-commerce. On a revu nos algos et cette répartition, elle a forcément tendance à basculer vers une proportion magasin en fin de saison. En fin de saison, on peut facilement être à 60-40, oui. Exact. Rapporté au CA du magasin. Un magasin qui fait 100 000 sur un mois, fluctuer en fonction de la saisonnalité. En période de solde, forcément, c'est un CA additionnel qui est très élevé. Mais voilà, ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que OneStock et
Octipass, c'est du pur additionnel. Sans ça, ce chiffre-là, on ne serait pas allé le chercher. C'est ce qui est assez passionnant. Merci beaucoup. Merci Et beaucoup, puis, Ibrahim. à bientôt. Merci. Merci.